8 millions de dollars, somme en apparence dérisoire, ont pourtant suffi à amorcer au Burkina Faso un basculement économique inattendu. Ce paradoxe numérique souligne avec force comment une infrastructure unique peut catalyser une série de transformations concrètes, étendant des routes, reliant des villages et révélant l'ampleur d'une stratégie de souveraineté désormais assumée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Que révèle vraiment cette accélération silencieuse pour ceux qui observent d'Ibrahim Traoré et s'interrogent sur la portée réelle de ce tournant? Et jusqu'où ce mouvement profondément enraciné dans l'effort collectif peut-il encore s'étendre dans les années à venir? Cette trajectoire exige une clarification nette des enjeux. Si un simple investissement a pu déclencher un renversement économique perceptible, c'est que le Burkina Faso se trouve désormais à un point où chaque initiative locale peut modifier durablement son équilibre productif. La promesse du récit est donc double. D'un côté, comprendre comment un pays longtemps marginalisé transforme des contraintes structurelles en leviers mesurables. De l'autre, identifier ce que cette méthode, fondée sur la souveraineté opérationnelle, implique pour les secteurs clés: agriculture, énergie, santé et mobilité, qui forment la colonne vertébrale de son développement. Cette analyse repose sur des faits observables: infrastructures financées localement, montée en compétences des travailleurs, redistribution du pouvoir de décision vers des communautés capables d'agir sans attendre des appuis extérieurs. Un micro-hook s'impose alors. Si chaque pourcentage d'autonomie produit un effet cumulatif, jusqu'où cette mécanique peut-elle s'étendre avant d'atteindre son plafond naturel? En suivant ce fil, la partie suivante éclairera non seulement les fondations du changement, mais aussi les éléments qui en assurent la cohérence interne. La mini-révélation apparaît dès l'ouverture. En 3 ans seulement, l'écosystème productif du Burkina Faso a changé d'échelle. Et ce rythme, appuyé par plus de 300 000 bénéficiaires directs du programme Yellen, indique qu'il ne s'agit plus d'expérimentation isolée. Ce glissement quantitatif, encore méconnu à l'extérieur, montre qu'un pays longtemps perçu comme fragile est parvenu à structurer une dynamique capable de se maintenir par ses propres ressources. Cette mutation s'explique d'abord par une logique de causalité continue. Chaque projet, lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, renforce celui qui précède, créant une chaîne d'effets où la souveraineté devient un système plutôt qu'un slogan. L'usine de transformation de tomates, financée entièrement par des contributions locales, a ouvert la voie à la création d'un réseau d'infrastructures énergétiques, puis à l'amélioration des routes reliant les régions agricoles aux centres urbains. À mesure que ces dispositifs s'emboîtent, les communautés constatent des retombées tangibles: des récoltes mieux valorisées, des villages éclairés, des services de santé capables de fonctionner sans dépendre de l'extérieur. Cette architecture progressive se déploie ensuite dans la formation. Techniciens solaires, ouvriers du bâtiment, ingénieurs locaux apprennent sur le terrain, alimentant un renouvellement générationnel qui renforce la stabilité du modèle. Chaque compétence acquise réduit la vulnérabilité du pays à des opérateurs extérieurs, accélérant une reconquête du contrôle productif. C'est ici que la cohérence du système apparaît. La souveraineté n'est pas une addition de projets, mais une réaction en chaîne où chaque amélioration prépare la suivante. Enfin, cette dynamique transforme la lecture géopolitique du pays. Le Burkina Faso, longtemps confiné au rôle d'État enclavé dépendant, devient un laboratoire d'autonomie dont les résultats intriguent observateurs régionaux et partenaires potentiels. Ce renversement du regard extérieur ne provient pas d'un discours, mais d'une accumulation de preuves matérielles. Et si cette trajectoire tient, elle pourrait constituer l'un des tournants les plus structurants de l'histoire récente du Sahel. Pour suivre l'enchaînement des projets, il faut désormais regarder ceux qui les incarnent au quotidien, car ce sont eux qui traduisent les intentions politiques en résultats mesurables.
Sur les plaines proches de Bobo Dioulasso, Abdoulaye, agriculteur quadragénaire, illustre cette transformation silencieuse. Autrefois, contraint de voir ses tomates se perdre sous la chaleur, il expédie aujourd'hui chaque caisse vers l'usine locale et ses revenus stabilisés lui permettent d'envoyer ses enfants à l'école tout en participant à une coopérative en pleine expansion. Son témoignage reflète la manière dont l'économie locale se solidifie par capillarité. Plus au nord, Aïcha, technicienne formée par un programme solaire national, surveille les panneaux du projet Yelen. Elle sait que chaque village éclairé n'est pas seulement un point lumineux, mais la preuve que l'énergie est devenue un outil d'émancipation maîtrisé sur place. Son parcours montre comment la montée en compétences transforme des projets d'infrastructure en moteurs d'autonomie durable. Ses trajectoires individuelles, loin d'être anecdotiques, dessinent les premiers effets d'une stratégie collective. La souveraineté prend corps lorsqu'elle se diffuse par la pratique, non lorsqu'elle reste cantonnée aux institutions. Les villages éclairés, les coopératives plus solides et les services publics mieux équipés témoignent d'un pays qui développe des mécanismes de résilience interne. À mesure que ces récits se multiplient, une question traverse les observateurs. Combien de temps cette dynamique peut-elle maintenir sa vitesse sans perdre son ancrage local? La réponse dépendra de la capacité du pays à poursuivre l'apprentissage collectif tout en consolidant les acquis déjà obtenus. La question essentielle qui en découle est la suivante. L'autonomie commence dans la pratique quotidienne. Avant 2015, les cargaisons agricoles du Burkina Faso suivaient une trajectoire immuable. Elles quittaient les champs, traversaient quelques marchés locaux, puis s'arrêtaient brutalement faute d'infrastructures adaptées. Après 2015, le basculement s'opère. Une usine surgit, un réseau énergétique se met en place, des routes s'étendent et l'ensemble du territoire commence à respirer différemment. Ce avant vrai constitue le déclencheur narratif d'une séquence où chaque décision prise sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré produit un effet multiplicateur. La première activation prend la forme d'un chantier modeste mais révélateur, l'usine de transformation de tomates. Construite avec 8 millions de dollars entièrement mobilisés localement, elle inverse une logique vieille de plusieurs décennies. Les tomates qui pourrissaient sous le soleil deviennent matière première d'une industrie en pleine expansion. Les producteurs modifient leur rythme de travail, les coopératives s'organisent, les intermédiaires s'adaptent. Ce n'est pas seulement un nouveau site industriel, c'est un point d'ancrage qui redéfinit la valeur de la production nationale. La montée en intensité se poursuit avec l'extension du programme solaire Yellen. Les pylônes surgissent dans les plaines du Sahel. Les panneaux transforment la chaleur en ressource énergétique. Les villages s'illuminent 24 heures sur 24. L'accès à l'électricité supprime l'aléatoire du quotidien. Écoles ouvertes le soir, vaccins conservés sans rupture, ateliers capables de fonctionner après le crépuscule. Chaque kilowatt produit sur place constitue une victoire contre une dépendance énergétique longtemps subie. L'élan provoqué par Yellen amplifie le premier projet, créant un réseau où l'énergie nourrit l'agriculture, où l'agriculture soutient l'industrie, où l'industrie renforce les flux locaux. Puis vient la phase de haute intensité, la route stratégique reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. 500 millions de dollars financés majoritairement sur fonds nationaux permettant de relier des centaines de kilomètres de territoire. Les échanges accélèrent, les délais de transport chutent, les marchés ruraux se connectent à la capitale, les entreprises locales gagnent en stabilité logistique. Ce chantier, plus massif que les précédents, synchronise l'ensemble du système: agriculture, commerce, santé, mobilité. Là où l'usine avait ouvert un premier couloir, la route crée un cadre logistique complet.
La séquence atteint son pic lorsqu'apparaissent les projets sanitaires. Des hôpitaux construits par des équipes burkinabées, équipés avec des dispositifs adaptés, commencent à fonctionner selon un modèle d'autonomie maîtrisée. Le recul de la mortalité infantile, déjà perceptible, confirme que la souveraineté peut s'exprimer sous la forme la plus universelle, la capacité d'un pays à soigner sa population par ses propres moyens. Après ce point culminant, une zone de résonance se met en place. Les communautés rurales se structurent, les compétences techniques se multiplient, les flux économiques s'élargissent, les infrastructures ne sont plus seulement des constructions, elles deviennent des organes vivants d'un système qui s'auto-entretient. Cette dynamique crée une certitude nouvelle. Lorsqu'un pays enclenche sa propre chaîne de causalité, il n'attend plus de validation extérieure. Et derrière cette continuité, on reconnaît la marque d'Ibrahim Traoré, transformer chaque contrainte en tremplin, chaque réussite en déclencheur d'une suivante. La ligne de base est claire. Pendant des décennies, le Burkina Faso dépendait d'importations coûteuses et de circuits extérieurs pour assurer son approvisionnement énergétique, écouler ses productions agricoles et maintenir des services publics fragiles. Aujourd'hui, la situation a basculé, avec une progression nette qui se mesure aussi bien dans les villages que dans les centres urbains. Cette transition du avant, maintenant devient lisible lorsqu'on se concentre sur trois indicateurs mesurables qui, mis en perspective, révèlent la logique interne du modèle de souveraineté. Premier indicateur, 40% de production agricole supplémentaire. Cette hausse s'explique par la stabilisation du débouché industriel et par l'électrification rurale qui soutient les chaînes de transformation. Chaque point gagné traduit un renforcement des capacités locales et une réduction des pertes après récolte. La dynamique agricole s'est consolidée parce que les infrastructures ont été pensées comme un système complet. Deuxième indicateur, 25% d'augmentation des échanges commerciaux internes. Cette progression est directement liée à la route stratégique et à la fluidification des corridors économiques. Les trajets plus courts diminuent les risques de rupture logistique et améliorent la rotation des marchandises. Chaque kilomètre asphalté renforce la capacité du pays à stabiliser son marché intérieur. Troisième indicateur, 15% de mortalité infantile en moins. Les hôpitaux construits localement, associés à l'énergie fiable du programme Yellen, expliquent cette amélioration rapide. Les unités de soins peuvent désormais conserver les vaccins, assurer des interventions nocturnes et maintenir une chaîne médicale continue. Cette baisse représente l'un des signes les plus concrets de la transformation structurelle. Ces trois chiffres ne forment pas un tableau isolé, ils composent une grammaire de progrès cumulative. L'augmentation de la production agricole alimente le tissu industriel. Le réseau routier accélère les flux entre régions. L'énergie solaire stabilise les services essentiels. L'amélioration sanitaire renforce la capacité des communautés à participer aux cycles économiques. À chaque fois, un indicateur renvoie au suivant, créant une boucle de rétroaction positive. La lecture quantitative permet alors de comprendre la nature de la méthode adoptée par le pays. Elle repose sur la simultanéité des chantiers plutôt que sur leur succession. En d'autres termes, l'État n'a pas cherché à produire un miracle sectoriel, mais à créer un écosystème où les résultats se renforcent mutuellement. Cette approche modulaire explique pourquoi les progrès, bien que modestes individuellement, deviennent impressionnants lorsqu'ils s'additionnent. La logique se poursuit dans l'apprentissage technique. À mesure que les projets se multiplient, la demande de compétences nouvelles s'intensifie. Installateurs solaires, ingénieurs civils, mécaniciens, logisticiens, la formation accélère et chaque travailleur qualifié augmente la résilience du système.
Cette progression, bien qu'imperceptible à l'échelle quotidienne, modifie profondément les capacités du pays. Enfin, l'analyse des données révèle que ces résultats ne sont pas des anomalies ponctuelles, mais les prémices d'une tendance durable. Les villages électrifiés développent des micro-entreprises. Les marchés connectés réduisent les pertes. Les structures sanitaires stabilisées augmentent la sécurité démographique. L'ensemble dessine un mouvement cohérent où la souveraineté ne se proclame pas, elle se mesure et se vérifie. Deux lignes d'arguments s'affrontent désormais autour du modèle émergent au Burkina Faso. La première, portée par plusieurs observateurs extérieurs, affirme que la stratégie d'autosuffisance risque d'enfermer le pays dans une trajectoire isolée. Selon cette perspective, refuser l'aide internationale reviendrait à se priver d'investissements massifs, de transferts de technologies structurants et de partenariats qui pourraient accélérer la modernisation des infrastructures. Les partisans de cette thèse rappellent qu'un État enclavé, dépourvu d'accès maritime et soumis aux aléas du Sahel, ne peut, à long terme, soutenir seul le poids d'une croissance continue. Ils estiment que la dépendance excessive au solaire ou à l'agrotransformation pourrait devenir une fragilité en cas de choc climatique ou de fluctuations régionales. La deuxième ligne défend une vision inverse. Loin d'être un repli, la souveraineté déployée dans le pays représente une manière de reconstruire des bases résilientes avant de réengager un dialogue extérieur sur de nouvelles fondations. Ces défenseurs rappellent que les infrastructures clés, usines, réseaux solaires, routes, hôpitaux, sont toutes financées localement et articulées en un maillage cohérent où chaque réalisation renforce les suivantes. Ils soulignent un point central: l'interdépendance interne créée par la complémentarité des projets permet de réduire progressivement la vulnérabilité historique du pays. L'énergie soutient la santé, la route soutient le commerce, l'industrie soutient l'agriculture. Aucun maillon ne fonctionne isolément, et c'est précisément cette structure compacte qui confère au modèle sa solidité. Entre ces deux visions, les données disponibles fonctionnent comme un arbitrage objectif. Dans les villages électrifiés, la micro-entreprise rurale progresse de plus de 30%. Dans les hôpitaux construits localement, les dépenses publiques diminuent sans affecter la qualité des soins. Dans les zones agricoles soutenues par les nouvelles usines, les pertes post-récolte reculent nettement. Ces résultats montrent que la stratégie n'est pas un pari idéologique, mais une méthode pragmatique fondée sur des effets mesurables. Ainsi, le débat ne se résume pas à ouverture ou fermeture, mais à la capacité d'un pays à établir une base solide avant de renégocier ses places économiques et politiques. Et dans ce duel argumentaire, les faits penchent vers une même conclusion. L'autonomie n'isole pas lorsqu'elle produit, elle renforce. Lumière avant tout. Au milieu du récit, un basculement net apparaît. L'électricité produite localement cesse d'être un simple service public pour devenir l'élément structurant des transformations engagées sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Dans les villages du Sahel, la nuit, autrefois synonyme d'immobilité, devient un espace d'activité maîtrisé. Les écoles prolongent leurs heures d'ouverture, les dispensaires conservent leurs stocks sensibles, les ateliers restent opérationnels après le crépuscule. Cette continuité nouvelle modifie en profondeur la manière dont les habitants perçoivent leur capacité d'agir. Dans ce paysage transformé, le programme ILN occupe un rôle pivot. Chaque installation solaire déployée n'est pas seulement une source d'énergie, elle sert de point d'ancrage autour duquel se réorganisent les activités locales. Les agriculteurs ajustent leur cycle de production, les coopératives diversifient leurs process, les commerçants étendent leurs horaires. Ce glissement vers une autonomie plus fiable crée une infrastructure invisible mais essentielle, celle de la prévisibilité. Cette dynamique redessine également les rapports entre régions.
Les villages éclairés deviennent des pôles d'attraction pour les échanges, structurant de nouvelles circulations économiques. Ce changement d'échelle constitue le véritable midpoint. Un pays qui, autrefois dépendant des fluctuations extérieures, apprend désormais à produire son propre rythme. Les transformations amorcées dans les années récentes se matérialise désormais dans le quotidien de 4 groupes essentiels de la société burkinabé, chacun absorbant différemment les effets de la souveraineté productive. Ce sont eux qui permettent d'observer de façon granulaire comment un pays longtemps présenté comme fragile parvient à réécrire ses équilibres internes sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Leur vécu constitue la preuve la plus concrète du basculement structurel. Du côté des agriculteurs, la reconstruction par la matière. Dans les zones rurales, l'impact est immédiat. Les pertes post-récolte diminuent, les cycles de production se stabilisent et l'accès à des infrastructures de transformation réduit la dépendance aux intermédiaires. La hausse de 40% de la production agricole ne se limite pas à un chiffre. Elle change les marges, redessine les revenus et renforce la confiance dans les outils collectifs. Les producteurs peuvent planifier leurs activités et diversifier leurs cultures grâce à la disponibilité énergétique constante. Les villages se transforment en unités cohérentes où travail, distribution et stockage s'alignent pour la première fois. Pour les entreprises locales, l'autonomie comme moteur. Pour les petites et moyennes structures, la route stratégique et l'énergie stable fonctionnent comme une double colonne vertébrale. Les délais de transport réduits de manière significative améliorent la rotation des marchandises, tandis que l'accès à l'électricité fiable supprime l'aléatoire qui minait les ateliers. Les activités artisanales trouvent un second souffle, les coopératives se professionnalisent et les commerçants s'affranchissent progressivement des coûts liés aux générateurs. Le climat d'affaires local s'assainit car les ressources ne s'échappent plus vers des structures externes mais circulent dans l'économie interne. Pour la jeunesse et la diaspora, l'impulsion d'un horizon nouveau. Un autre effet notable concerne les jeunes formés dans les filières techniques créées dans la foulée des grands chantiers. Ils voient s'ouvrir des opportunités jusque-là rares: installations solaires, maintenance industrielle, logistique, génie civil. Cette montée en compétences crée un ancrage national qui réduit l'exode forcé. La diaspora, quant à elle, observe un terrain plus stable pour l'investissement, souvent orienté vers des ateliers, des exploitations ou des services locaux. Ce lien renouvelé reflète l'émergence d'un nouveau récit national où compétences et actions priment sur dépendance. Dans les régions du Sahel et les zones périphériques, un modèle qui essaime. Dans les régions fortement exposées à l'instabilité, l'arrivée de la lumière, des routes et des soins transforme la relation entre les populations et l'État. Les villages éclairés deviennent des repères d'activité économique, mais aussi des espaces de cohésion renforcés. Les collectivités locales participent davantage aux décisions, conscientes que les résultats visibles proviennent d'un effort collectif et non d'une aide extérieure volatile. C'est là que le modèle soutenu par Ibrahim Traoré prend toute sa portée. Il fabrique une continuité et cette continuité devient un stabilisateur. À travers ces 4 groupes, les effets concrets de la souveraineté cessent d'être abstraits. Ils deviennent mesurables, partagés et solidement ancrés dans la vie quotidienne. Les 12 prochains mois ouvriront une phase décisive pour le Burkina Faso, car la consolidation des avancées dépendra autant de la continuité politique que de la capacité à maintenir le rythme d'exécution. 3 trajectoires distinctes se dessinent, chacune révélant un horizon possible fondé sur les dynamiques déjà observées dans les infrastructures, l'énergie et les services publics. Dans le scénario de continuité maîtrisée, la continuité maîtrisée.
Dans cette configuration, les projets déjà engagés poursuivent leur progression au même rythme. Extension de 300 km de routes rurales, couverture de 200 villages supplémentaires par le programme Yellen, montée en compétences de 500 nouveaux techniciens formés dans les centres locaux. Ce scénario stabilise les acquis, pertes agricoles réduites, micro-entreprises renforcées et meilleurs résultats sanitaires. Le pays avance prudemment mais sûrement, transformant la souveraineté en norme durable. Dans un scénario plus optimiste, l'accélération par capillarité. Ici, les effets cumulés se renforcent. L'énergie locale atteint 70% de la consommation nationale. Les instituts de technologie appliquée généralisent un taux d'emploi élevé pour les diplômés. Et la coordination régionale dans le Sahel crée des corridors économiques élargis. Les investissements de la diaspora augmentent, stimulés par un climat de confiance renforcé. Les infrastructures deviennent des plateformes d'innovation locale. Ce scénario donne au pays une avance méthodologique reconnaissable, transformant l'autonomie en moteur d'influence régionale. Dans un scénario plus difficile, la friction structurelle. Dans cette hypothèse, les chantiers ralentissent. Retard logistique, tensions financières, difficultés à maintenir les installations énergétiques et essoufflement de la mobilisation communautaire. Les villages électrifiés voient leur stabilité réduite, les routes se dégradent plus vite que prévu et les hôpitaux peinent à conserver leur performance. Le pays ne régresse pas totalement, mais la courbe d'amélioration s'aplatit dangereusement. Les acquis restent visibles, mais sans dynamique pour les renforcer. À travers ces trois trajectoires, une même conclusion s'impose. La souveraineté est moins un état qu'un processus. Elle demande constance, coordination et vigilance. Le choix collectif consistera donc à maintenir l'élan sans surestimer les capacités, tout en anticipant les contraintes pour éviter l'essoufflement. On peut en tirer une réflexion importante. Un pays qui avance par couches successives doit toujours protéger la suivante avant d'en bâtir une autre. Les transformations engagées au Burkina Faso ne restent pas cantonnées aux infrastructures. Elles se diffusent jusque dans la perception intime que différents groupes portent sur leur avenir. Pour de nombreux citoyens, cette nouvelle phase n'est pas seulement une amélioration matérielle, mais une modification profonde de leur rapport à l'action collective. On distingue alors trois groupes dont l'expérience permet de mesurer ce déplacement intérieur. Pour les familles rurales. Elles découvrent que la stabilité énergétique et la valorisation accrue des récoltes réduisent l'incertitude quotidienne. Les soirées, autrefois opaques, deviennent des moments d'étude, de coordination ou de repos véritable. La réduction des pertes agricoles renforce la sécurité alimentaire et cette sécurité nourrit un sentiment d'autonomie rarement éprouvé auparavant. Leur réalité change autant que leur imaginaire. Pour les travailleurs urbains, les travailleurs urbains. Pour eux, l'amélioration logistique, la disponibilité constante de l'électricité et la structuration progressive du tissu économique créent un environnement moins aléatoire. Les ateliers TRUT fonctionnent selon des horaires fiables, les commerces étendent leurs activités et de nouvelles micro-entreprises émergent. Ce regain de prévisibilité transforme la manière dont ils planifient leur parcours professionnel. Pour les jeunes en formation, ils se sentent désormais partie prenante d'un effort national qui leur ouvre des voies professionnelles longtemps fermées. Les filières techniques, les programmes solaires et les projets hospitaliers leur offrent un rôle concret dans la construction du pays. Cette implication produit un ancrage émotionnel. Ils ne se contentent plus d'observer le changement, ils y contribuent. Pour accompagner ces évolutions, deux suggestions apparaissent pertinentes. Renforcer les espaces de formation locale afin de maintenir la montée en compétences et multiplier les initiatives communautaires qui donnent à chacun un rôle clair dans le progrès commun.
La consolidation des acquis demande désormais une organisation méthodique fondée sur des actions séquencées et mesurables. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est plus seulement d'initier des projets, mais de créer une mécanique de suivi capable de maintenir la dynamique sans dépendre de facteurs extérieurs. Cette approche transforme la souveraineté en un processus continu plutôt qu'en un élan ponctuel. Première étape, cartographier les besoins locaux. Les collectivités identifient les zones où les pertes agricoles, les besoins énergétiques ou les lacunes sanitaires demeurent élevés. Le calendrier s'étale sur 3 mois, avec comme indicateur principal la précision des données transmises par les comités villageois. Cette cartographie évite les investissements dispersés et renforce la cohérence territoriale. Deuxième étape, déployer les équipes techniques. Les centres de formation envoient installateurs, ingénieurs et logisticiens dans les localités prioritaires. L'intervention s'effectue sur des cycles de 6 à 8 semaines et la mesure de performance repose sur la capacité à mettre en service les équipements sans recourir à une expertise extérieure. Cette étape renforce l'autonomie opérationnelle. Troisième étape, stabiliser les infrastructures. Les hôpitaux ruraux, réseaux solaires et routes locales reçoivent un entretien coordonné. Les résultats sont évalués par la réduction des pannes, l'extension des horaires de service et le maintien continu des flux de circulation. Cette phase garantit que les infrastructures ne deviennent pas des charges mais des leviers. Quatrième étape, activer la boucle de retour communautaire. Les villages, coopératives et micro-entreprises rapportent mensuellement l'impact concret. Coûts diminués, rendement stabilisé, activité prolongée. Le suivi sur un trimestre permet d'ajuster les actions sans perdre la dynamique initiale. En combinant ces étapes, le pays renforce un modèle où chaque avancée devient une base solide pour la suivante, prolongeant la continuité voulue par Ibrahim Traoré. Lorsque l'on revient aux trajectoires individuelles qui ont jalonné ce récit, une image demeure, celle d'Abdoulaye, devant ses caisses de tomates désormais valorisées, symbole discret d'un pays qui a choisi d'agir plutôt que d'attendre. Ce motif, aperçu plus tôt, éclaire à nouveau la logique profonde du Burkina Faso, transformer un geste ordinaire en acte de souveraineté durable. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, ces fragments de vie forment un ensemble cohérent où la dignité se reconstruit par accumulation d'efforts mesurables. À Bobo Dioulasso, comme dans les villages du Sahel, la lumière, la route et la production prennent une dimension presque narrative. Elles racontent un pays qui s'est relevé en synchronisant ses forces plutôt qu'en cherchant un miracle extérieur. Les récits se multiplient, mais ils portent tous le même fil, la capacité du territoire à produire ses propres conditions de progrès. Au terme de cette trajectoire, la certitude qui se dessine n'est pas une illusion d'optimisme, mais une continuité façonnée par ceux qui vivent et travaillent à même la terre. Leur constance donne à la souveraineté une texture humaine, palpable, presque intime. En d'autres termes, la dignité grandit lorsqu'elle naît de soi. Dans les dernières pages de ce parcours, l'histoire du Burkina Faso prend une portée plus large que ses frontières. Elle montre comment un pays peut reconstruire son présent en s'appuyant sur ses propres ressources, mais aussi comment une société entière peut redéfinir la valeur de ses engagements quotidiens. Les villages éclairés, les coopératives organisées et les infrastructures stabilisées deviennent autant de signes d'une maturité collective qui se renforce au fil des initiatives. Cette dynamique sociale, encore fragile mais déterminée, inspire ceux qui observent le Sahel avec attention. Le récit invite alors à une participation ouverte. Comprendre que chaque action locale, entretien d'une route, gestion d'un atelier, partage d'une compétence, contribue à la continuité de ce modèle. Il ne s'agit pas d'adhérer à une vision unique,
mais de reconnaître que la souveraineté se construit par la